Eh bien, bonjour à tous. C'est bon, le direct a démarré. Les gens se connectent petit à petit. On va démarrer dans une petite minute. On va démarrer à l'heure. J'espère que tout le monde va bien. Oui, je vais bien. Et Oui, toi, Adrien, est-ce que tu vas bien? mais très très bien. Et toi, Marina, est-ce que tu vas bien? Yes, très bien, merci. Bon, on démarre. Il est 30. Et bon, on est parti. Allez. Du coup, on est parti pour 45 minutes. Donc, un retour d'expérience qui a été fait chez un leader de la distribution d'un coaching craft. Donc, voilà, c'est un partage d'expérience table ronde avec un représentant du métier, de l'équipe et un des coachs qui est intervenu sur ce sujet-là. Donc, hop, voilà, on va dérouler une petite presse juste au début. Moi, c'est Nicolas. Je suis l'animateur aujourd'hui. Je suis là pour poser un petit peu les questions, prendre les questions que vous pourriez avoir, animer un petit peu le débat et s'assurer qu'on respecte un petit peu le timing. Et sinon, ça fait 8 ans que je suis chez Ipon et 2 ans maintenant sur l'agence de Lille. Alors, on utilise une petite plateforme Livestorm. On aurait aimé faire cet événement-là en présentiel. Malheureusement, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, il y a une possibilité de poser des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Vous pouvez même voter dessus si la question vous intéresse. Je les prendrai au fil de l'eau pour les poser aux différents intervenants. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas que ça soit interactif et qu'on puisse partager. Je pense que beaucoup ont de questions, des interrogations. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous partiez avec toutes les informations possibles. Concernant nos intervenants, on a Marina, Adrien et Grégory. Je vais laisser se présenter rapidement et puis on va être galant et on va demander à Marina de se présenter un petit peu qui elle est et son rôle sur ce projet-là qui a été fait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marina. Donc, je bosse chez Decathlon depuis 5-6 ans maintenant. Et je suis ce qu'on appelle production leader, c'est-à-dire que je fais le lien entre les usines qui fabriquent les produits finis pour Decathlon et les fournisseurs de tags RFID. Donc, les tags RFID sont les petites étiquettes que vous pouvez voir dans vos vêtements ou, bref, sur les packagings des vêtements que vous achetez chez Decathlon et dans lesquels sont encodées des informations relatives aux produits. Et donc, voilà, je travaille sur la plateforme de commande de ces RFID par les fournisseurs les fabricants de produits finis de Decathlon. Okay. Voilà. Très bien. Et toi, Adrien? Oui, et du coup, moi, c'est Adrien. Ça fait 5 ans aussi que je suis chez Decathlon. Et là, j'ai rejoint depuis 1 an l'équipe de Marina pour bosser sur cette plateforme d'ordering management pour nos tags RFID, mais aussi pour des composants, des data matrix pour certains pays, etc., etc. Donc, c'est une vaste plateforme. Et du coup, je suis product owner. Donc, je fais le lien entre l'équipe de réalisation, le métier. Ok. Et toi, Grégory? Développeur full stack le jour, coach la nuit. Du coup, moi, je suis chez Ipon depuis 5 ans, 6 même, je crois maintenant, 5. J'ai déjà rencontré Adrien sur un autre projet pour le client et là, je suis récemment intervenu sur le contexte de RFID Prod pour faire un accompagnement sur du coaching craft. On rentrera dans les détails juste après. Ouais, juste après. Juste pour parler rapidement d'Ipon, du contexte et de ce sujet-là, craft, en tout cas sous le prisme Ipon. Donc Ipon, ça fait presque 20 ans qu'on existe. On est plus de 500 sur 4 continents. On a 7 agences en France. Voilà, notre métier, c'est de développer du logiciel de qualité. L'an dernier, on a accompagné plus d'une centaine de clients, vraiment de tout type, hein, sur tout type de secteur, de la banque, de la finance, du retail, des fintech, des startups, des grands groupes. Voilà, c'est vraiment notre métier depuis longtemps. En toute modestie, je pense qu'on peut affirmer qu'on a 250 crafters en France. Donc des gens qui ont cette passion, cette vocation à faire du logiciel de qualité, à se remettre en question, à travailler auprès des clients, des équipes dans lesquelles ils sont onboardés, à essayer de faire les choses le mieux possible et toujours à réfléchir à se perfectionner.
Donc, on a fait un temps fort autour du craft en février, suite à une offre qu'on déploie maintenant depuis quelques mois maintenant. Donc, il y a beaucoup de contenus qui ont été partagés ce mois-ci et ce webinaire, du coup, c'est le dernier événement qu'on fait, mais se terminant à la fin de cette semaine. Donc, on a fait 4 sessions avec d'autres clients, donc la GPM, Boiron, Prismea, sur d'autres contextes de coaching craft qu'on a pu faire avec eux, sur des sujets des fois plus long terme. Et on a aussi diffuser pas mal de contenu. Donc, on a des livres blancs, on a des chaînes de live coding, de Rex, de partage client, donc sur Twitch, sur YouTube. On a aussi un blog technique sur lequel il y a pas mal d'articles qui ont été publiés ce temps-ci et qui, sinon, en général, est très fourni depuis de nombreuses années sur de la technologie en général, mais aussi sur les pratiques qu'on peut retrouver dans le craft. On y reviendra après, mais voilà, des choses sur le TDD, le BDD, sur le clean coding, sur plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus sur le CraftWatch, je vous invite aussi à consulter ce type de contenu-là. Voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser tous nos canaux de communication, de diffusion qu'on a sur la tech. On va revenir du coup sur cet accompagnement-là. Donc le but, c'est pas d'expliquer c'est quoi le craft ou pas, c'est de parler d'un accompagnement, d'un level up craft qu'on a fait chez notre client. Donc on va expliquer un petit peu c'est quoi ce framework-là, pourquoi on l'a articulé comme ça, et ce qu'on peut en retirer. On va commencer peut-être par expliquer c'était quoi le contexte et la demande d'origine. Marina, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup en quoi consiste le projet et comment vous avez l'habitude de fonctionner un petit peu? Yes, bon, tu m'arrêtes si je vais trop dans le détail, Nico. Ça marche. Mais, donc, comme je le disais tout à l'heure, on demande à nos fournisseurs de produits finis donc, de passer commande de RFID sur une plateforme qu'on appelle RFID Prod. Et cette plateforme va venir envoyer des flux contenant des informations à venir encoder sur des petites étiquettes RFID à nos fournisseurs de tags RFID. Bref, il y a à peu près 700-800 usines dans le monde qui donc utilisent cette plateforme pour passer leurs commandes. C'est environ un petit 200 000 commandes par an. Et voilà, en gros, pour être au plus près de ce qui peut se faire sur le terrain, on essaie de mettre en place des choses. Alors, j'ai un peu de mal à trouver les bons mots, mais mettre en place des choses pour que nos fournisseurs de tags puissent bel et bien organiser leur production en fonction de ce qui est possible et pas en fonction de commandes avec des quantités, par exemple, démesurées que les fournisseurs de produits finis pourraient passer. Ok. Donc, un projet qui est déjà… En très gros, voilà, c'est ça. J'allais dire un projet qui a déjà un certain historique. Ouais, voilà. Le site existe depuis le début du projet, donc 2013-2014. Il était sous un autre format avant, bien plus moche. Et depuis 2 ans ou 3 ans, il a été complètement refondé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, on essaie de l'améliorer comme on peut d'année en année. Voilà, avec l'aide d'Adrien et de son équipe. Ok. Et donc, toi, Adrien, comment tu interviens sur ce projet-là et comment tu as l'habitude de travailler ou pourquoi à un moment tu t'es posé la question d'avoir un accompagnement sur votre pratique de développement logiciel? Je suis arrivé il y a 1 an, du coup, sur le domaine en tant que product owner, mais aussi pour amener un peu de restructuration en termes d'organisation, que ce soit sur du helpdesk, sur l'application en général, sur la relation avec les développeurs, parce qu'on a une équipe qui est basée à Tours, qui est l'équipe de réalisation. Et tout ça, en fait, il n'y a pas eu de passation à mon arrivée, etc. Donc, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas de documentation mutualisée, que chacun avait ses connaissances un peu partout dans sa tête. Le but était de restructurer un petit peu tout ça, de remettre les gens ensemble. Et de fil en aiguille, on en est venu là. Mon objectif principal au début était d'avoir une documentation vivante. Ok. Pour avoir, je me rappelle des échanges qu'on a eus il y a quelques temps déjà avec Grégory. Du coup, toi, Grégory, pourquoi tu t'es dit que Level Up Craft et peut-être certains sujets qui sont liés au craft étaient le bon accompagnement et pouvaient répondre justement aux besoins d'Adrien et Marina? En fait, la genèse, c'était un peu la mission qu'il y a eu avant. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais on avait déjà travaillé ensemble avec Adrien et on avait un peu posé ce genre de pratique. Et on s'est vite rendu compte de l'efficacité de la chose.
et tu me corrigeras si je me trompe, Adri, mais en arrivant dans son nouveau contexte, on avait déjà parlé à un moment de cette idée de construire une offre autour de l'accompagnement craft pour reproduire potentiellement ce qu'on avait déjà fait au contexte d'une mission. Adrien m'a pingé après quelques temps sur sa nouvelle mission pour me demander si cette offre elle était prête et si ça pouvait correspondre à ce qu'il avait envie de faire. Donc on s'est rencontrés, on a discuté un peu du besoin. Les grosses mailles, c'est clairement ça pouvait l'aider. Par contre, il fallait aussi comprendre que l'objectif initial était peut-être un peu ambitieux, d'où le besoin d'assessment. On verra ça après en détail. La demande initiale était un peu ambitieuse. Ça demandait trop de travail et trop d'investissement par rapport à ce que Level Up Craft est censé proposer à la base, à savoir je ne vais pas dire des quick wins parce que c'est un peu péjoratif, mais des leviers d'action rapides et simples à mettre en place dans le contexte du projet client. Tout à fait. Justement, on peut peut-être avancer sur du coup ce qu'est le Level Up Craft. Donc, Level Up Craft, c'est une offre qu'on déploie. On le déploie aussi sur d'autres segments, sur la partie produit et sur l'agile delivery. Donc, le but, c'est de reprendre ce qu'on fait finalement au quotidien, ce que font nos consultants au quotidien depuis maintenant quelques années, mais de condenser sur 10 jours de coaching avec un framework bien calé sur lequel on se fixe des objectifs. Voilà, trop souvent, on fait des coachings qui dérivent dans le temps, qui sont pas très clairs, qui manquent peut-être d'objectifs à atteindre. Et donc là, le but, c'est vraiment en 10 jours, justement, comme disait Grégory, d'apporter des premiers quick wins, des planter des graines et en tout cas de créer une dynamique au sein d'une équipe pour qu'elle puisse progresser et justement s'approprier de nouveaux concepts et avec les bonnes pratiques et éviter peut-être de tâtonner trop longtemps. Elle est en 3 temps. Il y a une première phase d'assessment. Du coup, toi, Grégory, comment tu as organisé un peu cet assessment avec l'équipe d'Adrien et comment vous êtes organisé en tout cas pour démarrer en tout cas les objectifs et qu'est-ce qu'il y aurait à mener comme type de sujet d'accompagnement dans son équipe? Alors du coup, on n'avait pas forcément identifié la présence de Marina au démarrage, donc on ne l'a pas vu sur l'assessment, mais on a vu tout le reste de l'équipe. Les devs, le PO, et on a travaillé sur un questionnaire d'interview avec Alex, du coup, qui est l'autre coach qui intervient. Alexandre, c'était dans le chat, coucou. On a posé un questionnaire qui n'était pas forcément structuré en mode c'est un questionnaire qu'on va dérouler chez tous les clients. C'est plus un questionnaire qu'on a construit sur la base des échanges qu'on a eu avec Adrien. Donc, Adrien, quand il est arrivé, il nous a dit voilà, je veux une living dog, je veux qu'on fasse du BTD, etc. Enfin, voilà, c'était, j'ai envie de dire, un peu le full package. Mais clairement, en 10 jours, on n'a pas le temps de dérouler. Donc, on a essayé d'identifier un peu les points clés au travers de l'assessment en construisant un questionnaire qui va aller sonder le niveau de maturité sur ces sujets-là. On s'est vite rendu compte qu'il y avait eu des tentatives de mettre en place certains concepts, certaines méthodes, certaines méthodologies qui avaient échoué. Du coup, on a creusé sur cette partie-là, mais on a aussi découvert de nouvelles choses qui nous ont permis d'orienter le coaching, comme des difficultés d'onboarding de nouveaux consultants ou de nouveaux collaborateurs sur le projet, de la centralisation de la connaissance, mais dans l'esprit des gens, ce qui pouvait être dangereux parce que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Du coup, on a essayé de construire à partir de ça, à partir du résultat de cet assessment, un programme qui corresponde à des éléments qui peuvent répondre à ces problématiques-là, sans pour autant être inatteignable en 10 jours. Je ne sais pas si tu veux qu'on l'adresse Justement, Adrien, c'était quoi un petit peu le mood de l'équipe et est-ce que c'est des choses que, justement, je rebondis parce que vous avez déjà tenté des choses auparavant. Du coup, c'était quoi ce que pouvait espérer l'équipe ou en tout cas, comment elle a perçu ce démarrage de coaching? Oui, nous, en tout cas, on partait chacun avec déjà une expérience précédente sur essayer d'implémenter ce que peut représenter le BDD en général. Et on a tous vécu des échecs précédemment. Du coup, on savait qu'on avait ce besoin d'aller chercher ça, mais on avait peur de ne pas réussir parce que pour X raisons, on avait déjà vécu des échecs. Du coup, ce qui a été travaillé là, c'était en effet, on a besoin d'aide pour franchir cette première step qui peut être très importante. On ne peut pas la franchir tout seul. Et c'est ce qu'on a essayé de construire, en tout cas avec Ypon, pour atteindre ces objectifs. Ok.
Et du coup, ces objectifs, comment ils étaient construits? Est-ce que le BDD, c'était l'étape ultime? Est-ce qu'il y avait des étapes intermédiaires? C'est comment un petit peu, qu'est-ce qui en est ressorti justement de ces objectifs? Bon, comme disait Greg, je suis arrivé avec le full package. Je voulais atteindre tout de suite une cible très, très optimiste. Et en fait, de par l'assessment, les discussions avec toute l'équipe, etc., on s'est vite rendu compte en fait qu'il nous manquait des bases et des connaissances importantes pour déjà se lancer et pas se perdre en chemin et de faire un nouvel échec en fait. Donc c'est là où on a bien ciblé sur qu'est-ce qui nous manquait pour aller chercher ce sujet de craft. Ok. Et toi, Marina, c'était quelque chose que tu avais déjà perçu ou comment tu… Non, jamais. C'est vrai que nous, on avait l'habitude de discuter uniquement à deux avec Adrien. Et Adrien faisait évidemment le relais avec les devs, la technique. Mais non, je connaissais pas du tout cette approche-là. Et j'imagine qu'on parlera de nos impressions après, mais ouais, complètement nouveau pour moi en tout cas. Ok. Du coup, Grégory, comment t'as organisé ce planning et les choses à atteindre pour que ça fasse sens et que finalement en 10 jours, il y ait déjà des retours et de la plus-value pour Adrien, Marina et l'équipe projet? Du coup, avec Alex, on a vite identifié que déjà l'équipe, elle avait envie de mettre en place des choses. Donc, on avait un peu freiné des cas de fer au début quand il y avait les demandes qui étaient arrivées. On s'est rendu compte qu'on pouvait être un peu plus ambitieux que ce qu'on aurait voulu l'être initialement parce que voilà, l'équipe en avait envie. Je pense que c'est un facteur qui est assez décisif dans la réussite d'un accompagnement comme celui de Level Up Craft. Du coup, on a dit, OK, le BDD, on va aller le chercher au max, on verra comment ça se passe. Donc, on a scindé le coaching en deux, une partie vraiment orientée full BDD sur lequel on a fait un warm-up d'1 jour et après, on a distillé des petites sessions d'1h30, 2 heures par-ci, par-là parce que c'est des ateliers qui sont assez challengeants d'un point de vue fatigue intellectuelle, charge cognitive. Donc, on ne voulait pas faire ça en one-shot, histoire qu'ils s'approprient la méthode. Après, on les a laissés en complète autonomie. Au début, on les accompagnait, etc. On les a laissés en autonomie. Et après, on a gardé le reste du temps pour remettre un peu les bases de ce que c'est le test, avec la pyramide des tests, quelles sont les ambitions qu'on peut aller chercher par rapport au niveau de maturité de l'équipe actuelle sur le testing de manière générale, le testing automatisé. Et du coup, derrière, on s'est dit, OK, on peut aller essayer d'aller chercher le TDD, on va voir ce que ça donne. Mais ce n'était pas l'objectif premier de ce coaching-là. C'était un peu du bonus. Du coup, on a mis le paquet, entre guillemets, sur la partie BDD et sur la partie testing à minima unitaire avec de la conception par le TDD. Pourquoi on a pris ces deux jalons-là parce qu'en fait, comme on disait, il y avait un problème d'onboarding, un problème de documentation. Et ce qu'on a essayé de faire comprendre à l'équipe, c'est que déjà, les scénarios qu'on pourrait écrire en séance ou ce genre de choses, c'était un bon débarrage de documentation et de formalisation de ce qui pouvait être dit lors des échanges, mais que le testing, c'était aussi une manière pour un nouveau développeur de s'approprier plus facilement le comportement attendu d'un logiciel. Du coup, on a essayé de leur expliquer que c'était un peu, voilà, c'est les deux rives d'un pont. Et au démarrage, ils voulaient le pont complet. On leur a dit non, déjà, on va essayer d'aligner essayer d'aligner les deux bases. Et après, normalement, vous aurez les éléments pour juste continuer à construire le pont et dérouler comme vous en avez envie, pour faire en sorte d'avoir cet objectif un peu plus ambitieux. Donc là, vraiment, on a aligné le truc et on a mis l'accent plus sur la partie BDD, qui était finalement vraiment ce que l'équipe voulait de ce coaching. Donc ça, c'est super important, c'est savoir se fixer des objectifs atteignables au début, dans le framework Level Up Craft, faire une session de warm-up, donc plutôt d'orienter de coding ou de kata pour s'approprier les concepts, et sur 1 ou 2 jours, et après vraiment passer le maximum de temps sur des cas concrets, sur la base de code du projet, dans des conditions réelles pour que l'équipe s'approprie ces concepts dans conditions réelles. Du coup, Marina, je me rappelle quand on a fait la préparation là en début de semaine, tu nous as parlé un petit peu de tes premières sessions de BDD. Comment tu as vécu ça? C'est quoi un petit peu ton retour d'expérience là en tant que peut-être personne un peu moins impliquée dans l'IT en général ou le développement logiciel? Alors, écoute, au début, j'étais un peu sceptique.
En fait, pour vous refaire un petit peu l'histoire, je vois dans mon agenda un jour que Adrien m'a calé un rendez-vous BDD. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'étais un peu arrivée là sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et bon, alors première session un peu étonnante dans le sens où bah, c'est vrai que c'est 2 heures, c'est un peu lent. Moi, je me demandais un petit peu ce que je faisais là, un peu de plan et bon, évidemment, on comprend vite tout l'intérêt de la chose. Et voilà, donc oui, au final, c'est ouais, une impression on se demande à quoi ça va servir au début, surtout en tant que métier où au final, c'est un travail de fond plus pour les devs, plus pour la technique. Mais c'est tellement important de nous directement peut-être expliquer aux devs notre besoin réel. Comme je disais tout à l'heure, en fait, avant, avec Adrien, on avait l'habitude de se voir comme tous les vendredis, de faire un point sur les besoins, sur les attentes, etc. Et après, Adrien faisait le relais. Et parfois, bah oui, il pouvait arriver que finalement, il y ait des couacs ou des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et au fur et à mesure des séances, j'ai été vraiment impressionnée par toutes les questions techniques que pouvaient avoir les devs, auxquelles moi, j'aurais absolument jamais pensé. Peut-être qu'Adrien non plus. Et ouais, c'est un temps de fou de gagner. Au final, de passer 2 heures par-ci, 2 heures par-là à faire ça, même si au début, ça peut être un peu déconcertant, pour au final ne pas avoir besoin de revenir sur les devs qui ont été faits, mais peut-être pas aussi bien faits que en les envisageant de la sorte, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, Adrien, tu es content de ces sessions et de ce pont qui peut être fait des fois un peu plus entre le métier et les équipes de développement? Oui, c'est vrai que je l'avais pas dit tout à l'heure, mais un des objectifs aussi, c'était de remettre le métier au cœur de l'équipe pour faciliter les échanges, les questions et travailler le besoin ensemble. Et là, ouais, on a eu plein de cas concrets. Et, pour un exemple, sur un des sujets qu'on a pris pour l'accompagnement, nous, avec Marina, on avait bossé, on va dire, un aspect du sujet. Et on est ressorti avec 10 aspects qu'on a travaillé avec toute l'équipe. Donc, il faut imaginer que derrière, on aurait rattrapé le dev pendant X mois en voyant apparaître les autres aspects en prod, quoi. Ok, Ouais. ça marche. C'était moi, ce que j'avais trouvé particulièrement impressionnant sur la première session, ça a été la facilité d'échange qu'il pouvait y avoir de la part de Marina avec les développeurs. En fait, moi, j'étais pas du tout dans le contexte de projet. Faut se mettre aussi un peu là-dedans. En tant que coach, on arrive, on connaît pas vraiment le sujet métier. Il faut se l'approprier, essayer d'en comprendre les grandes lignes pour pouvoir orienter un peu le coaching. En fait, on est ressorti avec Alex, on s'est dit non, mais c'était limpide, on a compris le besoin. On a compris le besoin, on a compris les questions qui avaient pu être posées par les développeurs. Et on s'est dit, OK, en fait, il y a déjà une très bonne base pour aller chercher le BDD. Les gens se comprennent. Et déjà c'était une première victoire à la sortie de la séance. Donc, ouais, en effet, Marina, tu as pu trouver qu'elle était lente ou qu'on n'est pas forcément allé chercher la valeur qu'on en espérait pour une première session. Nous, on n'était pas trop inquiets. On était même plutôt rassurés, au contraire, de voir que déjà les échanges étaient fluides. Et surtout, que le métier était là. Parce que ça, il faut le dire, des fois, c'est un challenge que d'avoir des interactions directes avec le métier, des problèmes d'emploi du temps, de synchronisation, enfin, bref, on connaît la problématique. Et on s'est dit, OK, mais là, en fait, les planètes sont alignées. Clairement, il faut aller chercher, le BDD jusqu'au bout, quoi. On peut se le permettre dans ce contexte. Même quelque chose d'assez impactant, avant que j'arrive, la règle, entre guillemets, instaurée, c'était l'équipe ne parle pas avec le métier, quoi. Il y avait un filtre. Ouais. Et ça paraît un peu improbable. Donc, c'est ce qu'on a essayé de corriger là sur cette année. Ça se passe très bien maintenant. Et même nous, au niveau métier, enfin, je te l'ai déjà dit, Adrien, mais on trouve ça vraiment 10 fois mieux, quoi, que de voir à chaque fois passer par un intermédiaire. Évidemment, c'est la règle, mais quand même chouette de pouvoir être intégré aussi et de pouvoir discuter en direct avec les deux. Voilà. Alors, j'ai une petite question de Benjamin qui dit, en plus du rapprochement métier-équipe de dev, avez-vous retravaillé, remis en place un vocabulaire commun? Si oui, quel retour avez-vous sur cet aspect? Marina, tu veux présenter?
Le ubiquitous. Vas-y. Oui, c'est ça. Juste avant l'accompagnement d'Ypon, on avait déjà commencé des travaux d'Ubiquitous Language parce que entre le prisme de l'implémentation technique d'un besoin et ce qui se passait sur le terrain, bon, on n'avait pas le même vocabulaire, ou alors il existait 4 termes différents, même des acronymes pour désigner des choses. Enfin, je vous laisse imaginer le nombre d'interprétations possibles. Et du coup, on a vite mis en place ce genre d'atelier pour se synchroniser sur OK, on définit les choses, quel vocabulaire on utilise, parce qu'on a eu trop d'interprétations lors des écritures des spécifications, plus la réalisation des devs, et finalement, on se rend compte qu'en prod, c'était pas exactement ce qu'on avait imaginé. Donc, ouais, là, on a fait ce gros travail de parler la même langue. Ok. Ce qui était marrant, du coup, c'est que quand on est arrivé, Adrien nous a dit oui, on a commencé Ubiquitous Language et tout. Et nous, on était un peu en mode hop, on ne peut pas en entendre parler, on veut pas. On est parti du principe que, ok, ça avait peut-être été fait ou quoi que ce soit, mais que vu que c'était un premier jet, on voulait pas en faire la preuve de vérité, entre guillemets. Et on s'est vite rendu compte, en faisant abstraction de ce truc-là, que cet Ubiquitous Language, enfin ce vocabulaire qui avait été défini un peu de manière collégiale, en comité, en disant voilà, je mets tel mot, ça veut dire telle chose, je mets tel mot, ça veut dire telle chose. Lors de la séance, il y a des acronymes qui ont dû être spécifiés parce qu'ils n'étaient pas clairs par tout le monde. Il y a eu des subtilités qui sont arrivées sur des acronymes qui existaient. Je dis une connerie, mais on parlait de Finish Good Supplier, et puis après on s'est rendu compte qu'en fait, dans les Finish Good Supplier, il y en avait qui étaient des sous-traitants, d'autres des Finish Good Supplier finaux, entre guillemets. Du coup, ça a permis encore de raffiner. Donc on a dit, OK, on veut pas en entendre parler. Ils ont fait ce travail-là, ils ont un premier jet de compréhension. Nous, en tant que coach, on veut s'en abstraire. On veut juste voir comment les sessions vont faire évoluer ce langage. Et en fait, dès la première séance, dès les premiers échanges, dès les premières questions, comme on le voit très fréquemment quand on essaie de mettre en place la méthode, c'est des discussions sur ouais, mais en fait, ça, on l'appelle comment? Non, mais du coup, cette action, comment on l'appelle? On peut pas dire genre juste c'est calculer. Calculer, ça veut rien dire. Enfin, des discussions qui arrivent comme ça et qui raffinent petit à petit ce langage qui, au lieu de devenir un lexique formalisé, devient un outil de spécification qui finalement est inhérent à la production de scénarios de critères d'acceptance. Ok, bon, il y a eu quelques questions qui sont sorties. Il y en a une première là avant qu'on l'oublie sur l'agilité et le fonctionnement agile qui a pu avoir, qui a sur votre projet. Voilà, est-ce que vous avez des rituels agiles? Est-ce que vous estimez que vous êtes dans un fonctionnement agile, quel qu'il soit, un Scrum, Kanban, adapté à votre contexte Décathlon, ou est-ce qu'on est vraiment sur peut-être du cycle en V ou d'autres méthodologies de développement? Et c'est lié à la question métier dev n'ont pas l'habitude de se parler. Alors, je ne saurais pas aller dans le détail sur avant mon arrivée, mais clairement, le but était de remettre la communication au centre de l'équipe, faire une équipe et pas un relais avec une équipe de réalisation. Donc, le BDD, oui, va se servir de méthodologie pour renforcer cette communication, rapprocher les gens, avoir le même vocabulaire, etc. Donc oui, on est en agilité, on a la philosophie agile, on a des outils agiles, etc., comme on peut les connaître. Tu peux répéter la deuxième partie de ta question, s'il te plaît? Je me rappelle plus, c'était lié peut-être au manque de communication ou en tout cas au besoin d'améliorer la communication entre le métier, les devs, le PO. En fait, ça paraît être du bon sens, mais à l'époque, la personne qui occupait mon rôle faisait filtre. Et en tout cas, nous, des problèmes que ça nous posait, on a décidé de supprimer ce filtre et de renforcer les canaux de communication entre nous. Ok. Parce que finalement, il y avait plutôt une bonne base au départ, une équipe qui avait déjà tenté des choses, mais qui avait peut-être pas abouti ou trouvé l'impact maximum possible, des démarrages sur votre vocabulaire. Finalement, ce dont vous avez besoin, c'était peut-être aussi du coaching pour prendre du recul, trouver un temps aussi de session où tout le monde peut parler, peut-être
retravailler, se remettre en question et justement pouvoir avancer un peu plus rapidement. C'est peut-être ça aussi dont vous avez besoin. Ouais, je vois aussi qu'il y a la question de Thomas Wender, si je dis pas de bêtises, qui rentre un peu dans cette philosophie-là, qui dit « Et pourquoi n'y avait-il pas de communication métier dev avant l'intervention d'Ypon ?» Du coup, je pense qu'on s'est mal compris. Il y en avait. Il y en avait, elle était juste pas forcément structurée telle que nous, on a apporté la structure pour le faire. On l'a ritualisé ça, etc. Mais il y avait déjà cette discussion. Elle était peut-être moins prononcée, mais il y avait déjà des initiatives qui allaient dans ce sens-là. Ok. Du coup, juste pour revenir, donc comment ça s'est articulé, en tout cas, les différents warm-up, les différents sujets, ça a duré un peu combien de temps? C'est quoi un petit peu votre retour là-dessus? Est-ce que c'était le fait que ça soit fractionné, c'était quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'était dans le bon tempo aussi par rapport à votre projet? Comment ça s'inscrit aussi par rapport à, parce que il y a un projet, des objectifs, des jalons. Voilà, comment ça s'intégrait aussi là-dedans pour vous? C'est quoi votre ressenti? Peut-être Marina sur ce sujet-là? Moi, je suis arrivée que, on va dire, à la partie hands-on où les séances de BDD ont vraiment commencé. Et je suis pas certaine de toute façon que ça aurait été judicieux qu'on arrive avant. Alors peut-être, j'en sais rien. Mais ouais, non, comme je te disais au début, c'est vrai qu'on se demandait un peu au début ce qu'on faisait là, déjà à cette étape-là. Donc peut-être que oui, c'est bien de faire intervenir le métier ouais, à ce moment-là et pas forcément avant. Okay. Voilà. Est-ce que Grégory, tu as des choses à rajouter ou pas? Du coup, j'ai un peu le ressenti inverse, Marina. Je me dis peut-être que ça a été une erreur que de ne pas t'inclure sur la partie warm-up. Parce qu'on a essayé de rattraper ce truc-là. Donc, le warm-up sur le BDD, c'était toute une journée. Il y avait à peu près 2 heures de théorie. Mais c'était pas de la théorie en mode, voilà, on vous fait l'histoire du BDD, etc. C'est de la théorie sur les aspects pratiques de ce qu'on va mettre en place derrière. Alors, on va vraiment à l'essentiel. On débunk un peu les idées reçues qu'il peut y avoir. On a aussi construit un peu cette partie théorique sur les raisons qui ont pu pousser l'équipe lorsqu'elle a essayé d'adopter la méthode à échouer. Donc, on a un peu orienté ça dans ce sens-là. Et après, on a surtout eu tout le reste de la journée qui était de la pratique sur un contexte qui était complètement différent de celui du projet. On a spécifié, si je dis pas de bêtises, les règles du service au tennis. Ouais, je me En fait, voilà, c'est un peu ludique, ça sort un peu du contexte et ça permet d'attraper la philosophie du truc. Et on se rend très vite compte, parce que aussi, il n'y a pas d'objectif de livrer ce qu'on fait sur le warm-up. Les gens se rendent très vite compte que, ouais, en fait, même sur des choses qui peuvent sembler intuitives ou quotidiennes, qui ne sont pas du logiciel ou des choses comme ça, bah, appliquer la méthode, ça soulève plein de questions et ça demande de lever plein d'ambiguïtés. Et peut-être que du coup, le ressenti aurait été meilleur sur la première session. Voilà. Ouais, t'as pas tort. Et du coup, après, sur la partie. Donc voilà, c'était vraiment la partie warm-up. C'était un jour pour essayer de comprendre les enjeux et les intérêts de la mise en place de cette méthode et quels sont les rôles parties prenantes. Okay. Après, nous, tu demandais sur l'organisation, comment on a fait pour le concilier avec nos urgences, nos tâches quotidiennes. On a choisi un sujet qui était important et qui était quand même assez restreint, parce que on a essayé aussi sur un trop gros sujet. Et voilà, il faut bien le découper avant, bien le préparer. Et on s'est dit, ok, celui-là, on va prendre le temps de bien faire tout l'accompagnement dessus. On va se roder avec l'équipe sur cet exercice. Donc, on s'est pas mis de pression sur ce sujet. Et c'est un sujet sur lequel on continue de travailler encore aujourd'hui. On fait grandir le sujet fonctionnel, mais nous, on grandit aussi sur le craft dessus, sur du TDD, du BDD, etc. Ok, ça marche. Et bien, ça va faire la transition. On va avancer un petit peu. Donc, il y a pas mal de questions. Je les poserai à la fin liées au craft sur la conclusion. Finalement, ce qui est important aussi, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez un ressenti positif? Est-ce que vous sentez que voilà, vous avez progressé et à transformer un petit peu et à adopter de nouvelles pratiques, de nouveaux concepts? Ou est-ce que ça manque encore un petit peu de temps? Ou voilà, quel est votre ressenti un petit peu sur cet accompagnement-là et ce qu'il en ressort? Bon, allez, je me lance. Comme je le disais tout à l'heure, au début, moi, j'étais un petit peu sceptique. C'est vrai que
tant que métier, on est souvent dans le rush, enfin, comme tout le monde, mais dans l'opérationnel et on se demande si, entre guillemets, passer plusieurs heures à faire ce genre d'exercice sera utile. Et donc, ouais, c'était ma question au tout début, mon interrogation. Et au final, bah oui, je ressors complètement convaincue par la méthode. Et oui, comme je disais, ça nous fait au final gagner un temps fou par rapport à ce qui aurait pu être passé derrière à corriger ce qu'on n'avait pas vu. Donc voilà, même si ça peut faire peur au début par rapport au temps investi, surtout quand ouais, on ne fait pas du tout d'IT ou autre, enfin, je valise. Mais non, c'est chouette et moi, je ne regrette pas du tout. Je suis très contente. Voilà. Donc, une convaincue. Et toi, Adrien, même si tu es déjà un petit peu au début, voilà, qu'est-ce que tu en ressors? Est-ce que l'équipe fonctionne mieux? Est-ce que vous êtes plus serein sur votre façon de travailler? Oui, même si j'étais déjà convaincu à la base, j'avais quand même cette peur de vivre un nouvel échec par rapport à d'autres missions que j'ai pu avoir. Donc ça s'est très bien passé. On a réussi à rebondir à chaque fois qu'on avait des temps morts où on avait l'impression d'être en voie sans issue. Du coup, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Hein. Juste Marina et moi, on avait vu un aspect de la fonctionnalité, là où avec l'équipe, on en a vu une dizaine. Ça parle concrètement de l'intérêt de la chose et maintenant, c'est intégré dans notre Kanban pour faire passer nos sujets dans la rédaction de BDD. En tout cas, ces discussions-là, avoir avec le métier et de bien travailler le sujet. Donc ouais, convaincu à 100%, rassuré sur la mise en place. On a franchi cette première step qui était a priori très difficile pour nous au départ. Ok, donc vous avez de très bons coachs. Exactement. Je voulais pas le dire parce que du coup, je renvoie la balle. Moi, j'étais particulièrement surpris de la vitesse d'assimilation de la méthode. En fait, à chaque fois que je l'ai mis en place dans des projets ou des choses comme ça, c'est toujours un peu compliqué au démarrage. Et c'est quelque chose que je vais reprendre en mission. Le format là qu'on a déroulé, parce que je me dis que ça peut avoir un sens. Ne serait-ce que ce petit jour de formation là, ça peut avoir un sens. Mais surtout, enfin, ils étaient moteurs. Ça m'est fréquemment arrivé. On n'est pas en train de coacher, d'avoir un message d'un des développeurs qui dit voilà, on a écrit en équipe le scénario, qu'est-ce que tu en penses? On pense que cette terminologie-là, elle est un peu floue. Enfin, ils étaient vraiment demandeurs et ils se sont très très vite approprié la méthode. Et étrangement, on s'était dit avec Alex, ok, la partie testing, ça va être assez simple. Les techs ont l'air de vouloir faire du testing, etc. Mais en fait, on s'était complètement planté sur cet aspect-là parce que ce qu'on pensait être le plus compliqué à mettre en place, à savoir le BDD, est ce qui s'est fait le plus naturellement dans l'équipe. Là, on est en train de dérouler la partie pratique sur le ticket qu'on a spécifié en BDD avec l'équipe de dev, et on sent qu'il y a un peu plus de, je vais pas dire réticence, mais un peu plus d'incompréhension, de questionnement, parce que voilà, on n'avait pas forcément identifié sur le démarrage, mais l'historique sur la partie technique a été beaucoup plus lourd que sur la partie méthode à proprement parler. Là, on est en train de dérouler cette deuxième étape, mais ça a été vraiment une belle surprise de voir que finalement, au bout de 2-3 séances, il y avait déjà des réflexes, le clavier il tournait pour faire la rédaction, il y avait des interactions intéressantes, encore quelques profils un peu en retrait, mais qui ont commencé à prendre petit à petit le lead dans les sessions. Donc ça a été un vrai plaisir de dérouler la partie BDD dans l'équipe de Marina et d'Adrien. Ok. Est-ce qu'un dernier mot ou sinon, il y a quelques questions là qui sont en attente. Vas-y sur les questions. Allez. Il y a Thomas qui pose une question sur pouvez-vous donner des exemples concrets de ce que vous n'aviez pas à la base et les ateliers avec les devs et que les ateliers avec les devs ont fait remonter? Oui. Je ne sais pas si la question vous paraît claire. En tout début d'intervention, la Marina a parlé d'une fonctionnalité qui était de brider nos commandes. C'est dans le cas où on donne par exemple, on passe 1 million de pièces sur une commande, c'est juste pas possible parce que le fournisseur en face, il pourra pas y répondre. Et du coup, dans la réflexion de ça, nous, on avait établi quelques règles, etc. Et en fait, on a défini plusieurs sessions de BDD, de discussion. Et par exemple, ce qui est arrivé, c'est sur le calcul de quota journalier. L'équipe de dev a dit, bon, ok, mais comment on les calcule, comment on les impute?
Est-ce que c'est en début de période par rapport à la date souhaitée de livraison? Est-ce que c'est en fin de période? Est-ce que c'est au milieu? Et ça, en fait, on n'y avait pas réfléchi, par exemple. Et c'est venu, en fait, parce que tout de suite, ils essayent d'imaginer comment on va implémenter, en fait, ce calcul de quota. Et nous, on s'était pas posé la question de, OK, bon, c'est un quota, et puis c'est tout. Mais en fait, il y avait tout un sujet derrière, et ça a débouché sur de nouvelles sessions de BDD dans lesquelles il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, parce qu'au final, c'était une fonctionnalité bien précise le calcul des quotas qu'on avait sous-estimé auparavant avec Marina. Et ce qui était impressionnant, c'était sur cette session-là, du coup, ça a rebondi, mais on avait sensibilisé l'équipe sur le fait que des fois, il y a des questions qui vont être remontées en session, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de réponse. Et c'est pas grave, faut juste passer à la suite. On note la question et on y répond plus tard, parce que tout simplement, les acteurs qui sont autour peuvent pas y répondre, ou qu'il y a besoin d'autres éléments de réponse, d'autres éléments, pardon, pour y répondre. Ils ont très vite mis le truc de côté, et puis en fait, il y a une autre question qui est arrivée dans la session par rapport à ce sujet-là, et très vite, tout le monde s'est regardé et s'est dit non, mais en fait, le calcul du quota, c'est une feature à part entière. Et là, ce qu'on est en train de développer, ça va s'appuyer sur le calcul du quota, mais c'est une feature à part entière. C'est un prérequis à ce qu'on est en train de spécifier. Qu'est-ce qu'on fait? Après, ils ont pris des décisions, etc. OK, on a des priorises. OK, pour cette feature-là, on part du principe que les quotas, ils sont donnés peu importe comment. Voilà, il y a une vraie démarche, une vraie réflexion sur... on a un besoin un peu au niveau épique, on va dire. On a un besoin qui arrive et en fait, on s'est rendu compte que en discutant entre dev, métier et PO, en fait, le sujet est beaucoup plus gros et il va falloir diviser pour mieux régner. Okay. Une autre question aussi intéressante de Julien, si finalement les pratiques sont encore appliquées, peut-être ça fait peut-être pas assez longtemps, mais est-ce que voilà, quand les coachs ne sont pas là, l'équipe est autonome pour continuer à travailler de cette façon-là? Finalement, est-ce que c'est vraiment accaparé, acculturé sur ces pratiques-là et continue de les mener, ou c'est quelque chose qui est finalement oublié dès que le coach n'est plus là? C'est une très bonne question là, parce que comme l'a dit Greg, en fait, l'équipe est tellement motrice que même hors coaching, ils avaient déjà travaillé de leur côté pour voir un peu comment ça pourrait se comporter avec l'application. Ensuite, on a mis aussi plusieurs degrés de sessions de BDD où on fait des flashs BDD où on se voit pour établir quelques scénarios, dire voilà au sujet auquel on pense, mais sans aller dans le détail. Et comme ça, après, on peut les adresser avec le métier et aller être encore plus efficace dans nos sessions. On a mis aussi en place des rôles pour bien dynamiser et redistribuer la parole, donc le scribe, l'admin, ce genre de choses. Et tout ça, on l'a fait de nous-mêmes et on l'a intégré dans notre Kanban, comme je l'avais dit. Donc au final, je pense que là, on est vraiment lancé. On n'a pas attendu, on n'a pas refait appel, en tout cas sur ces sessions-là, au coach. Donc, c'est important de comprendre que en fait, quand on arrive, on n'a pas un framework, on a un framework de coaching avec l'assessment, le warm-up et le hands-on. Mais en fait, il faut la réussite. Enfin, moi, en tant que coach, je parle de mon prisme, mais la réussite, c'est si quand on part, ça continue à dérouler. Si ce qu'on a proposé continue à être mis en place. Ou pas, hein. Il peut y avoir aussi des éléments qui conviennent pas à l'équipe, qui finalement, après l'avoir essayé, se dit non, ça, j'en veux pas. Mais au moins, l'équipe décide. Et mon objectif, c'est que derrière, l'équipe fasse un choix. Je continue ou je ne continue pas, et que ce choix il soit argumenté, plutôt que de laisser se perdre la pratique qui a pu être mise en place, parce que finalement, il n'y a plus personne pour aiguiller le truc. Donc ça, c'est l'objectif du coaching. Et pour le faire, ce qu'on disait à la base, il ne faut pas faut pas être trop ambitieux dans les objectifs. Pour arriver, il faut donner l'envie de continuer. C'est ce qui est le plus compliqué au final. Et c'est aussi pour ça qu'on a, sur la partie BDD du moins, distillé les interventions sur plusieurs petites sessions. L'objectif, c'était pas de faire du bourrage de crâne pendant 2 jours. C'était vraiment de faire en sorte que cette pratique, ce devienne un réflexe. Et que finalement, l'automatisme devienne terrain. C'est un peu comme dire, en fait, on fait les daily, on prend un quart d'heure le matin, en fait, on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, une semaine, puis au bout d'une semaine, ça devient un automatisme, mais on se pose plus trop la question, on y va et c'est naturel. C'était ça l'objectif. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que du coup, Marina participe à ces sessions-là et était convaincue. Et ça aussi, c'est un point positif dans ces nouvelles pratiques-là, et le fait que ça tienne et que les gens soient convaincus aussi. Ouais, vraiment.
J'ai une dernière petite question sur, du coup, est-ce que ça a suscité de l'intérêt, de la curiosité sur des équipes peut-être en proximité de vous chez Decathlon qui se sont dit, peut-être que nous aussi, on devrait se poser cette question-là, peut-être démarrer ce type de travaux, de réflexion autour du craft, mais que ça soit du TDD, du BDD, en tout cas de repenser un petit peu ça. Est-ce qu'il y a eu des échos ou pas? C'est une petite question de Thibaut. Nous, du coup, pendant la phase vraiment comment dire, théorique et premier BDD, on a fait on a intégré un collègue d'un autre produit qu'on a chez nous pour qu'il observe et qu'il s'imprègne de ça pour voir est-ce que ça pourrait servir son produit par rapport à ces problématiques et est-ce qu'ils vont se lancer dans ça par la suite. Ok. Et je réponds à la question de Thomas qui dit combien de temps ça a duré. Ça a duré, c'est 10 jours de coaching. C'est le but. Voilà, c'est de se fixer un ou deux objectifs à atteindre en 10 jours. Et après, c'est à l'équipe de continuer à se perfectionner. C'est quelque chose qui peut être renouvelé dans le temps, qui peut aboutir sur une autre phase de coaching. Mais cette phase de level up, c'est vraiment 10 jours pour atteindre un objectif et savoir si, voilà, comme disait Grégory, après, l'équipe est suffisamment mature, autonome pour dire finalement si on en a besoin, si on n'en a pas besoin ou si on va dans le bon sens ou pas. Donc, une dizaine de jours avec deux coachs. C'est construire la première victoire. En fait, il faut le voir comme ça. Je pense que c'est la citation d'Adrien, enfin, ce qu'Adrien a dit tout à l'heure était pertinent et limite mieux expliqué que j'ai pu le faire dans la session. C'est de dire, OK, en fait, on a subi des échecs. Quand est-ce que j'ai une victoire, quoi? Et en fait, il nous a pingé pour aller chercher cette victoire. Donc, on a capitalisé sur leur expérience, on a capitalisé sur ce qu'ils avaient déjà mis en place pour construire un objectif qui imprègne, qui s'inspire de leur quotidien. Et c'est aussi Vas-y, Adrien. Pour compléter ce que tu dis, du coup, c'est même au-delà d'un non-échec, ça a été encore plus rapide que les précédents accompagnements mis en place qu'on a essayé. On était bien focus sur 10 jours. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher pour, en effet, cette première victoire? Et entrecoupé on a des phases autonomes, des phases accompagnées, etc. Ça fait que aujourd'hui, en fait, on est lancé et on l'a fait par rapport à, je l'ai implémenté 4 fois dans mes précédentes missions. C'est la plus rapide et la plus efficace que j'ai pu vivre. Et c'est aussi pour éviter le syndrome de vouloir accompagner une équipe sur du long terme, 3 mois, 6 mois, de remettre en question toutes les pratiques qu'il y a, de finalement trop chambouler et de peut-être se louper après sur l'objectif et le fait que l'équipe progresse. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est s'intégrer dans un contexte client et continuer à faire en sorte que l'équipe puisse continuer à avancer parce qu'il y a aussi des objectifs projets derrière. Alors du coup, Thomas repose la question sur la victoire. Je pense qu'on a déjà répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que la question de Thomas, c'était sur comment, enfin, qu'est-ce qui nous a permis de dire, voilà, il y a eu une victoire. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je te laisse répondre, Adrien, mais. Oui. Notre victoire, c'était. Ouais, Marina, quelle était ta victoire pour toi? Moi, ma victoire, disons que je l'espère à la fin, c'est d'avoir un dev prêt et efficace dès sa sortie. Non, mais c'est surtout aussi le fait de, vraiment reprendre l'habitude d'être en contact avec les devs. Et c'est tout bête, mais on a eu un problème support il y a 2-3 semaines. Adrien, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et de suite, tu m'as proposé le lendemain une visio avec tout le monde pour justement bien respécifier le besoin, etc. Et pouvoir régler le problème rapidement plutôt que de faire des échanges par mail. Et donc oui, je trouve ça vraiment chouette comme habitude de ça en place et ça prend un temps pour tout le monde. Donc voilà, ce serait ça pour la victoire. En tout cas, pour moi, la victoire, c'est d'avoir notre première feature qui a été bien traitée lors des discussions. On a nos scénarios, l'équipe se les a appropriés et maintenant passe sur tout l'aspect TDD parce qu'on a un contexte
particulier avec un ERP dans nos outils, donc à quel niveau on se place, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on a blindé cette feature et on est serein pour la suite pour l'implémenter. Ok. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Non, toujours pas. Bah, du coup, on peut peut-être conclure maintenant et souhaiter un bon déjeuner, un bon appétit à tout le monde. Ouais, bon appétit. Bon appétit. J'ai faim. Ça marche. Donc voilà. Donc ok. Il y a une dernière question, je pense qu'il est intéressant d'y répondre. Je te coupe. Ça Allez, vas-y. J'entends des bip bip. Du coup, Rodolphe qui dit sur quelle durée ces 10 jours de Level Up Craft ont été effectués, très courte, étalée. En fait, ça va dépendre du contenu. Donc là, dans le contexte Decathlon, ça a été étalé parce que déjà, on l'a fait en fin d'année, donc il y a tous les congés, on l'a démarré en décembre, donc il y a tous les congés qui ont tout décalé de 2 semaines. Mais surtout, on ne voulait pas que ça soit le rush sur la partie BDD. Donc c'était des petites séances étalées comme ça. Donc ça a pris à peu près 3 semaines, un mois. Et là, sur la partie technique, on va être sur 2 semaines au total. 3 jours, 1 semaine, 2 jours la semaine suivante. Donc on a à peu près, on a pris 2 mois, 2 mois et demi pour vraiment tout dérouler. Mais il y a d'autres contextes dans lesquels on va aller où ce sera peut-être 10 jours en one shot parce que les objectifs ne seront pas les mêmes, les ambitions seront différentes, etc. Donc, c'est 10 jours, c'est un packaging de 10 jours pour analyser, comprendre, théoriser, mettre en pratique. Après, l'étalage, ça va vraiment dépendre du contexte du projet. Voilà, très bien. Du coup, n'hésitez pas à consulter nos autres contenus, vous informer là-dessus. Si vous avez des questions, voilà, il ne faut pas hésiter à les poster à posteriori aussi. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et surtout, je remercie Marina et Adrien de leur participation. Merci à vous pour l'invitation. C'est l'exercice. Marina, elle a participé à tout. Très bien. Le BDD, le webinar et tout. Non, merci à vous en tout cas. Merci. Merci à tous. Au revoir.